I now invite Sheikh Bentounes to take the floor and talk about Sufism and humanism and the connection. Mesdames et messieurs, bonjour. Il m'est agréable de m'adresser à vous en souhaitant que vous avez profité du film qu'on vient de voir ensemble, le film Voix de femme, qui a été le résultat de la rencontre de l'année dernière, d'octobre, le 28 et le 29 octobre de l'année dernière, en Algérie, dans la ville d'Oran. Et du témoignage de ces femmes et de ces hommes, parce qu'il y avait aussi des hommes, mais surtout des femmes, qui toutes demandent, et leur demande est légitime, la dignité, la liberté, l'égalité de droit. Ce qui nous ramène à la conférence qui était avant moi de discuter d'une société où l'individu, quel qu'il soit, homme ou femme, puisse connaître, avoir le droit de s'exprimer, le droit de participer et de construire avec le reste de la société l'avenir qu'il souhaite. Nous venons de parler d'une société occidentale, laïque, même si toute l'Europe n'est pas laïque. L'Angleterre ne se dit pas un pays laïque, c'est un pays démocratique, c'est une royauté. Et d'un pays à l'autre, entre la France et la Belgique, la laïcité peut prendre des définitions différentes. Donc, en ce qui concerne la société musulmane, le débat aujourd'hui est un débat, à mon avis, qui est plus profond. Il s'interroge sur le sens, pas seulement d'une société ou d'un système de société, mais sur le sens que nous donnons à notre propre vie en tant qu'être humain, vivant dans la cité, vivant dans une nation, vivant dans un pays et vivant sur terre. Et ce sens, l'islam vient nous interroger sur la profondeur de cette vision en nous intérieurement. L'un des derniers messages du prophète de l'islam n'était pas de prier, ou n'était pas de jeûner, ou n'était pas de faire le pèlerinage. Mais il disait à la fin de son message, Afshi salam, je le dis en arabe et puis je vais le traduire. Afshu salam, wat'imu ta'am, wasilu al-arham, wa qumu al-layla wa an-nasu niyam. Répandez la paix. Il s'adresse à chaque être en lui disant « Répandez la paix. Soyez généreux vers les nécessiteux. Créez des liens. Soyez un créateur de liens entre les membres de la société humaine. Et méditez la nuit quand les gens dorment. » Donc, il nous interpelle sur des choses, des fondamentaux de l'être humain. Est-ce que notre humain, dans n'importe quelle société ou dans n'importe quel système qu'il soit, laïque ou autre, n'est-il pas avant tout un producteur de paix?
Et ne souhaite-t-il pas dans sa vie être le porteur d'une espérance, le porteur de la paix, le porteur de la fraternité, le porteur de la générosité, l'être qui, au lieu de couper les liens, au contraire, va faire tout son effort et axer tout son effort à réaliser des liens et à construire des ponts avec ses semblables. Quant à méditer la nuit, quand les gens dorment, veut dire, semble-t-il, dans le message du prophète, ce n'est pas la peine de démontrer que vous êtes un grand priant ou un grand ascète pour que les gens vous voient prier ou pas, puisque ça se passe entre vous, dans votre intimité, au moment de la nuit où il n'y a personne qui est témoin sauf Dieu. Donc c'est une question d'état de conscience. La religion n'est pas là pour réglementer, régenter, instrumentaliser ou idéologiser un message. Elle est là pour mettre de la conscience dans l'être humain. Mais s'il a fallu passer par des textes, parce qu'on entend souvent le problème de la charia, mais de quoi on parle? Quand on parle de la charia aujourd'hui, on a l'impression que c'est Dieu a dicté ceci, Dieu a dicté cela. Mais attention, la charia pour sa grande partie, est une invention humaine. C'est du fiqh, tout simplement. C'est de l'ijtihad, c'est un effort d'interprétation du texte sacré. Des textes qui datent du 7e siècle. Vous avez vu dans le film comment des personnalités, des théologiens, des imams, nous expliquaient comment la femme, d'autrefois dans l'islam, jouait un rôle considérable. Alors quand aujourd'hui on voit le statut de la femme chez certaines tendances extrémistes de l'islam, on est étonné de la dégradation de la situation. Pourquoi? Parce que l'interprétation des textes, avec le temps, a subi l'érosion et qu'aujourd'hui, au nom d'un certain islam extrémiste ou conservateur, il est interprété d'une façon restrictive. Nous avons, en préparant le congrès du féminin, fait une recherche sur les femmes qui avaient joué un rôle considérable de femmes de transmission de savoir, d'exégète, dans les sciences. Nous avons trouvé plus de 9000 femmes qui ont disparu, dont la mémoire a disparu de l'histoire. Leur histoire a été totalement effacée. C'est quand même étonnant qu'au XXIe siècle, qu'on puisse faire main basse, qu'on puisse trafiquer les textes, exclure des personnalités qui ont joué un rôle historique important, ne leur reconnaissant aucun droit d'exister à travers l'histoire, aucune reconnaissance, sous prétexte qu'elle était des femmes. Et que la femme aujourd'hui, chez certains, est un être mineur. Mais mettre ça sur le dos de l'islam, je voudrais qu'on comprenne qu'aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Dès qu'on parle de l'islam, on voit les choses en négatif. Et médiatiquement parlant, on ne parle que d'un islam de violence. Jamais on ne prend en compte l'islam justement éclairé. Si l'Europe souhaite aider cet islam éclairé,
Cet islam qui prône la liberté, l'égalité du droit, l'humanisme. Il faudrait peut-être commencer par l'enseigner, lui donner la possibilité d'être enseigné. Depuis qu'on a constitué le CFCM en 2003 jusqu'à aujourd'hui, nous réclamons qu'on ouvre des institutions, des institutions où former nos imams, au lieu que ces imams soient parachutés par des pays autres, dont l'islam est devenu une forme d'idéologie, une forme de façon de faire même basse, et de pouvoir manipuler, à travers le message islamique, de servir leur intérêt particulier. Tant qu'il n'y aura pas d'institution en Europe, que ce soit la Belgique, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, en Europe, des institutions qui sont capables de pouvoir enseigner l'histoire, la théologie. On vient de le dire avant moi, l'humanisme a existé bien avant dans l'islam. Les Mu'tazilites, c'était les rationalistes de l'islam, ils étaient au Xe et au IXe siècle. Ils ont existé. Il y avait des philosophes. La pensée critique existait dans l'islam. Mais la différence est que dans le monde musulman, pour revenir aux origines, il y avait toujours ce lien à une spiritualité vivante. La religion s'adressait avant tout à la conscience pour l'éduquer, l'éveiller et la nourrir vers une spiritualité universelle. C'est l'islam qui a parlé de l'homme universel. Chez les soufis, la première notion d'éducation qu'ils ont apportée, c'est d'abord l'homme universel. Qu'est-ce que c'est que cet homme universel? L'homme universel dans la tradition spirituelle musulmane était un homme ou une femme, donc un être, réalisé. Quand il réalisait que toute l'humanité, sans exception, faisait partie de lui, comme lui-même faisait partie des autres. Donc ce lien adamique, cette fraternité adamique, et il tirait cet enseignement, cette connaissance des écrits même de la tradition la plus authentique du prophète. Puisque quand le prophète dit « n'est pas croyant, on n'a pas la foi, celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il n'aime pour lui-même. Celui qui n'aime pas pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. Celui qui ne souhaite pas à l'autre ce qu'il souhaite pour lui-même. » Nous sommes là dans une autre définition de l'humanité et du vivre ensemble. Le vivre ensemble a une preuve, le vivre ensemble a une base sur laquelle nous pouvons construire une société commune, c'est souhaiter à l'autre ce qu'on souhaite à soi et se d'aimer pour l'autre ce qu'on aime pour soi-même. C'est d'être quelqu'un qui répand la paix, comme je viens de le dire juste avant, quelqu'un qui est dans la générosité donc, qui prend en compte la nécessité et le besoin des autres, quelqu'un qui crée du lien. Et les soufis ont vu dans tout ça que chacun de nous doit avoir la notion, cet homme universel c'est qui? C'est celui qui prend conscience qu'il fait partie d'un corps, et ce corps s'appelle l'humanité. Que chacun de nous puisse prendre conscience qu'il est
une cellule dans ce corps d'être humain. Peu importe que cette cellule soit la cellule qui est au pied, ou dans la main, dans la tête ou dans le cœur, ou dans les cheveux, c'est de participer, de lier son bien-être personnel au bien-être de la société dans laquelle il vit. Comme un corps est lié au reste du membre. Si un des membres du corps tombe malade, c'est tout le corps entier qui est enfiévré, qui est malade. Donc notre société est une société qui doit avant tout baser le vivre ensemble sur un idéal commun, un idéal partagé, un idéal qui nous fait avancer toujours plus loin par rapport aux acquis déjà réalisés par l'humanité. Si aujourd'hui, en Europe, la peine de mort a été supprimée, elle n'est pas supprimée dans tout le reste du monde. Donc, l'Europe a fait un pas en avant. L'Europe a donné des droits d'égalité à ses citoyens, hommes ou femmes, même s'il y a encore des choses qui restent encore à faire, mais c'est de partir de l'acquis pour encore l'emmener plus loin et bâtir une société où chacun de nous se sent impliqué dans cette société comme une cellule dans le corps. Je souhaite, pour ma part, que ce message soit entendu et que ce message puisse être relié, notamment par les gens de l'éducation, parce que tout commence par l'éducation. C'est l'éducation qui éveille les hommes, c'est les connaissances qui ouvrent, c'est la connaissance qui ouvre l'individu à s'épanouir et à pouvoir porter en lui un message d'espoir pour les générations à venir. Si aujourd'hui, les gens qui fuient leur pays se dirigent vers l'Europe, pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas une question économique, c'est une question d'abord de droit. Parce que l'Europe est un pays de droit. C'est parce que l'Europe est un pays où chaque être humain est regardé avant tout, avant de regarder la couleur de sa peau ou la religion à laquelle il croit, la philosophie qu'il pratique, c'est d'abord une question de droit humain, de droit à la vie, de respect de la vie. Si nous pouvons, à partir de cet acquis d'aujourd'hui, construire encore plus loin une société où la notion d'un corps vivant et agissant, d'un corps qui, socialement, politiquement, donc, nous pouvons transcender les problèmes et les défis qui sont en face de nous. Parce que nous n'avons pas d'autre alternative. Vous savez que dans très peu de temps, nous aurons la rencontre à Paris sur le climat, la COP 21. Les défis que vont rencontrer les générations à venir, la note qu'il y aura à payer, nous ne serons pas là, nous, ici présents, nous ne serons pas de ce monde. Mais nos enfants et nos petits-enfants, eux, vont être confrontés à des problèmes dont nous sommes plus ou moins responsables, individuellement ou collectivement. Donc nous devons aujourd'hui plus que jamais se battre contre le pessimisme ou contre ceux qui s'en lavent les mains
mais de participer à un devenir et un avenir d'une humanité qui se retrouve, qui tisse des liens, qui œuvre pour la paix, qui œuvre pour le partage des connaissances, qui œuvre pour les droits et les libertés, qui œuvre pour l'égalité du genre. Bref, une humanité qui conçoit que son bien-être ne peut être qu'en relation avec le bien-être de l'ensemble de ses membres. Merci beaucoup. Merci. Thank you.